Bonjour, bienvenue à l'EPFL. Donc, je m'appelle Frédéric Millat et je vais être votre conseiller d'études. C'est-à-dire que je vais vous suivre pendant 5 ans, en tout cas ceux qui vont faire leurs études dans la continuité pendant 5 ans. Je vois que vous avez, Nicolas, il y a un problème, il y a le bandeau qui cache tous les titres. Est-ce que ça va disparaître au bout d'un moment? Je vois plus, j'ai pas. Hide floating meeting control, c'est celui-là, voilà. Bon, il y a encore ce bandeau, mais Talking Nicolas Grandjean, donc c'est Frédéric Millat qui vous parle. Donc, je suis le conseiller d'études, c'est un professeur de physique qui va suivre une volée pendant 5 ans. Donc, quel est mon rôle? En principe, c'est de vous informer, de vous conseiller sur le cursus des études, sur les choix que vous pourriez être amené à faire. Aussi, je sers d'interface avec les délégués que vous allez élire bientôt, les délégués de classe. Et puis, je suis à l'écoute. Si vous avez les difficultés, les problèmes, il faut établir une relation de confiance. Je suis, pour beaucoup de problèmes, le premier interlocuteur vers lequel vous pourrez vous tourner. Alors, en particulier, je vais participer avec vous à certaines activités, mais ça commence qu'en deuxième année. Il y aura 2 courses d'études, des courses d'études d'une journée en deuxième année et puis en première année de master. Et puis, il y aura un voyage d'études en troisième année, typiquement une semaine, où on peut aller. C'est les étudiants, c'est vous qui décidez où vous voulez aller. J'ai été conseiller d'études il y a une quinzaine d'années. On est allé en Floride passer une semaine. C'était sympa. On était payé par la section. On a visité Disneyland, Orlando. On a visité les Everglades. C'était super. Et puis, accessoirement, 1 ou 2 laboratoires de physique, mais c'est pas très important. C'est un côté social, scientifique, mais également social. Donc, alors, comment je fais pour changer de slide? C'est rien, hein. C'est la différence. Les physiciens, ça marche toujours. Dès que c'est des ingénieurs qui commencent à faire des choses. C'est vraiment spécial. Ouais, non, mais ça arrive. Ah, voilà. Et là, ça continue. Voilà. Bien. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous avez choisi la physique. Alors, c'est un excellent choix. Bravo. C'est passionnant, bien sûr, et ça ouvre plein de portes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que parmi vous, je ne sais pas combien vont faire de la physique pour le restant de leur vie, comme moi et comme Nicolas. Certainement une minorité, mais par contre, vous pourrez faire plein de choses intéressantes. Pourquoi? Parce que ce sont des études difficiles. Alors là, c'est un peu une des premières mauvaises nouvelles de la journée, mais vous n'avez pas choisi la facilité en choisissant la physique. C'est certainement un des cursus les plus difficiles à l'EPFL. Je dirais peut-être même le plus difficile. Avec les maths, la tradition, on hésite, mais le niveau en maths que vous devez avoir en première année est comparable à celui qu'il faudrait pour réussir en maths. Mais on ne vous demande pas simplement de faire des maths, on vous demande de comprendre pourquoi vous faites des maths. Il y a aussi de la physique à côté. Donc, ça rajoute de la difficulté. Ce sont les études difficiles. Donc, comme Nicolas le disait, il faut s'accrocher, mais vous êtes venus pour ça. Donc, premier conseil pratique, c'est très difficile d'être toujours à jour, mais essayez de ne pas prendre trop de retard. Le premier semestre a un défaut par rapport au semestre d'été, c'est qu'il n'y a même pas une pause au milieu. Le semestre d'été, il y a une semaine à Pâques, là, il n'y a rien, il y a 14 semaines de cours. Vous arrivez à Noël, si vous avez du retard, même si vous y passez les vacances de Noël, ça va être chaud. Donc, attention de ne pas prendre trop de retard parce que vous allez avoir du mal à le rattraper. Et puis aussi, travailler en profondeur. Comme Nicolas disait, il y en a quelques-uns qui sont capables de faire tous les exercices toutes les semaines. Bon, mais en fait, c'est vraiment pas du tout la majorité des étudiants qui vont continuer à faire de la physique. Vous allez être confrontés à beaucoup d'exercices, beaucoup de choses à faire. Il faut travailler en profondeur. Nicolas vous l'a dit, regarder la solution d'un exercice avant de l'avoir cherché ne sert alors absolument à rien. C'est contre-productif parce qu'on s'imagine qu'on a compris. Chercher un exercice, ne pas trouver la solution, ça va. Regarder la solution au bout d'un temps raisonnable, pourquoi pas, mais si on s'arrête là, de nouveau, ça ne sert à rien. Et ça, je pense que certains d'entre vous ont acquis ce réflexe, mais le truc à faire, c'est de regarder la solution et de comprendre, de se dire, mais pourquoi je n'ai pas trouvé cette solution? De comprendre qu'est-ce qui aurait dû vous amener à la solution. Et là, vous êtes capable de faire l'exercice et vous serez capable de faire d'autres exercices. Donc, la course à fond, d'essayer de tout faire, de faire tous les exercices sans les comprendre,
bah, ça ne sert à rien, quoi. Je pense que d'autres personnes vont vous en parler, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut essayer d'être intelligent, quoi. Vous êtes là pour ça. Donc, maintenant, la première année, c'est difficile. J'aime bien ce titre que j'ai repris d'un de mes prédécesseurs, une transition difficile. Une transition pourquoi? Vous avez beaucoup d'indépendance. Alors, c'est super, hein, ça c'est vrai, c'est plus du tout la même chose qu'au gymnase ou au lycée. Vous n'aurez pas des profs sur le dos qui vont vérifier si vous êtes là en cours, etc. Donc, ça c'est très bien, mais il faut apprendre à gérer. C'est-à-dire qu'il faut trouver son équilibre entre maintenir un équilibre en tant qu'être humain, personne, et puis le travail. Or, il y a beaucoup de travail. Ça, c'est vrai que ça n'a, je pense, rien à voir avec le gymnase ou le lycée en France. Je parle un peu de la France parce que je pense qu'une bonne partie d'entre vous sont français, d'après les statistiques, 50% à peu près. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors, en particulier, je pense que la quantité de travail, honnêtement, est comparable à une classe prépa en France. Donc, si vous êtes venu avec l'espoir qu'il y avait moins de travail, ça, c'est vraiment pas le... C'était pas le bon choix. Il y a beaucoup de travail. Alors, par contre, il y a des différences avec les classes prépa. Je dis pour les Français, mais ce que je vais dire de toute façon concerne bien sûr tout le monde, c'est qu'en prépa, on ne redouble pas, comme vous savez. En prépa, la première année, soit on échoue et puis on retourne vers d'autres études, soit on passe, on est réparti dans différentes spé. Après la sup, on ne redouble jamais une première année de sup. Alors qu'ici, à l'EPFL, on peut tout à fait redoubler la première année. Ça arrive même assez souvent, il faut reconnaître. Mais il y a c'est spécial. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la première année? Je vous donne quelques remarques sur les études. Pour les notations, la plupart d'entre vous le savent, ici, on note entre 1 et 6. Pour réussir la première année, il faut avoir 4 de moyenne sur l'ensemble du bloc, sur l'ensemble des 2 semestres. Donc, si on a moins de 4, on échoue, on refait la première année. Mais à l'EPFL, il y a une spécialité, c'est qu'on peut redoubler avant d'avoir échoué. Je vous laisse réfléchir. C'est particulier, c'est la mise à niveau. C'est-à-dire que vous avez les premiers examens qui arrivent en janvier 2002, c'est-à-dire vous avez un semestre d'études et puis 4 semaines de révision et les premiers examens. Et aux premiers examens, si vous avez moins de 3,5, eh bien, vous n'êtes pas autorisé à continuer au semestre d'été. C'est peut-être une nouvelle pour un certain nombre d'entre vous. Peut-être que certains l'ont déjà vu dans le livret d'études. Ça s'appelle la mise à niveau. Donc, 3,5, ça représente quoi? On note en Suisse de 1 à 6. 1, c'est la note de présence. 6, c'est le maximum. 4, c'est déjà plus que la moitié. Si on refait un barème sur 20, par exemple, 4, c'est 12 sur 20. 3,5, c'est 10 sur 20. C'est-à-dire que si dans les examens, vous avez moins de la moitié des points, grosso modo, on considère que vous n'avez pratiquement aucune chance ou très peu de chance d'arriver à 4 à la fin de l'année. Donc, c'est ça qui est difficile avec la première année, c'est que dès le début, il y a une première échéance et ce n'est pas 1 ou 2 ans après, si on passe des concours ou à la fin de l'année, c'est dès le mois de janvier qu'il y a une première échéance. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas à moi de décider si le système est bon ou mauvais, mais le système est tel quel, donc j'attire votre attention. C'est une des caractéristiques du système. Il y a un transparent qui vous représente, alors c'est un peu compliqué, on ne va pas tout passer en revue, mais grosso modo, à l'issue du... Je ne sais pas s'il y a un pointeur en fait, je ne suis même pas sûr, bon, c'est pas grave, vous regardez. À l'issue du premier semestre, si vous avez plus de 3,5, vous pouvez continuer le deuxième semestre, après soit vous échouez, soit vous réussissez, et après on continue, troisième semestre ou premier semestre. Bon, il faudra quand même de toute façon réussir la première année, mais par contre, si vous avez moins de 3,5 de moyenne à la fin des premiers examens, vous continuez à l'EPFL, mais vous ne continuez plus dans la physique, vous rentrez dans ce qu'on appelle la mise à niveau. La mise à niveau, c'est une... Ah, merci beaucoup. Oui, ça marche. Donc, la mise à niveau, c'est un semestre d'études qui est fait pour permettre aux étudiants de récupérer le niveau que peut-être ils n'avaient pas en arrivant à l'EPFL. D'où le nom de mise à niveau. Et après, vous continuez. Donc, si vous ratez la mise à niveau, c'est terminé. Ça, c'est clair. Et puis, si vous réussissez la mise à niveau, vous repartez en première année. C'est comme un redoublement, mais c'est un redoublement où vous n'aurez pas de deuxième chance. Cette fois, on a en principe 2 chances à l'EPFL de refaire chaque année. Et donc là, vous repartez dans le cursus normal. D'accord? Donc ça, c'est un point vraiment très important sur lequel il faut insister. Et qui est concerné statistiquement? Je voudrais quand même essayer de voir les choses positivement, parce que c'est... Qui est concerné par cette réorientation précoce? Alors, il y a déjà une partie des étudiants qui se sont trompés de voie. Ça arrive, on peut
vraiment, on ne sait pas toujours ce qu'on va faire dans la vie. Ah oui, j'ai marqué, voilà, oui, moi, quand j'étais jeune, j'aimais le volleyball. Bon, j'ai rapidement compris que ce n'était pas fait pour moi. 1m70, 1m70, c'est pas fait pour moi. Et donc, ces étudiants-là, plutôt qu'avoir une année, quand on commence à ramer, ce n'est pas intéressant. Donc, ces étudiants-là, le fait d'être réorienté rapidement, ça peut être une bonne nouvelle. À ce sujet-là, si vraiment très rapidement vous réalisez que ce n'est pas fait pour vous, Valérie Scherer me rappelait que si vous vous désinscrivez avant le 31 octobre, eh bien, ça ne compte même pas comme un échec, parce qu'ensuite, il y a un nombre d'échecs. Donc, voilà, c'est pour les étudiants qui, manifestement, se sont fourvoyés. Mais là, ça, c'est la bonne nouvelle. Les autres étudiants concernés, parmi eux, il y a des étudiants qui n'ont pas les bases. Des étudiants qui ont le niveau intellectuel, mais vous avez fait vos écoles dans différents établissements. Le niveau peut être très variable, ça dépend du niveau des élèves, ça dépend du niveau des profs. Il y a des gens pour lesquels disons, la marche est trop élevée, il y a trop de lacunes. Alors pour cela, la mise à niveau, c'est vraiment une chance. Il faut le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire une chance. Il pourrait y avoir une année préparatoire avant de commencer les cours à l'EPFL en première année. Il n'y en a pas, mais pour beaucoup d'étudiants, ce serait nettement mieux s'il y en avait une. Et pour ces étudiants-là, c'est ce qu'il faut faire. Alors là, il faut y aller, il faut foncer. Les cours ont une très bonne réputation, c'est des excellents cours qui permettent de remettre les étudiants au niveau qu'ils auraient s'ils étaient sortis d'un très bon gymnase ou d'un très bon lycée avec un très bon niveau. Donc, il ne faut pas le prendre comme un échec, mais comme une deuxième chance. C'est vraiment pour ça. Et alors, il y a les étudiants, alors ça, c'est la catégorie qu'il faut absolument éviter, c'est les étudiants qui ont les bases, mais voilà, le PFL, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a SAT, plus grand débit de bière du canton de Vaud. Il y a le lac, il y a beaucoup de choses à faire. Et alors ça, pour ces étudiants-là, quand ils se retrouvent à la fin du premier semestre en disant « Ouais, mais je n'ai pas commencé à travailler, si je travaille », et ils sont obligés. Moins de 3,5, ils ne peuvent pas continuer. Alors ça, c'est vraiment désagréable. Donc, si vraiment vous avez le niveau, ben, le premier semestre, il faut quand même faire attention parce que sinon, ça va être frustrant. Ça, je vous préviens tout de suite, il faut y aller. Mais ça ne veut pas dire que la mise à niveau, c'est un échec. Pour beaucoup d'étudiants, c'est vraiment un nouveau départ pour des études qui sont brillantes par la suite. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec le niveau ultérieur parce que ça reflète surtout ce que vous avez appris quand vous étiez au gymnase et c'est très, très variable d'une formation à l'autre. Bien. Donc, si vous avez des questions sur le plan d'études, vous pouvez me les poser. Mais si vous voulez une réponse fiable, je vous conseille de les poser à Valérie Scherer. Parce que le plan d'études, c'est très compliqué, ça change tous les ans. Valérie Scherer est très bien passée. Et puis aussi l'autre que vous allez voir tout à l'heure, qui va vous présenter des expériences, Daniel et Marie, qui est au courant de tout. Donc, si vous avez des questions vraiment techniques sur les examens, les choses comme ça, je pense que c'est plus sûr de vous adresser à Valérie Scherer. Sinon, lorsque vous avez un problème d'un autre ordre, si vous avez un problème d'intérêt général pour la classe, par exemple un cours qui se passe mal, ça m'est arrivé il y a 15 ans, il y avait un prof de chimie qui faisait l'unanimité contre lui, son cours c'était une horreur. Bon, ben, j'en ai parlé au directeur de section, qui en a parlé à la chimie, et puis voilà, on a remplacé ce professeur pour les années suivantes. Donc il peut y avoir des problèmes de ce genre. Là, vous avez des délégués de classe que vous allez lire. Donc, les délégués des classes peuvent en discuter avec moi. Et si ça me paraît un problème qui relève effectivement du directeur de section, je transmettrai au directeur de section. Vous pouvez aussi en parler en commission d'enseignement. Si vous avez besoin d'informations sur la gestion des études, il y a un site, vous le trouverez, où il y a beaucoup de choses qui sont marquées. Et si vous avez des problèmes personnels, quand je dis des problèmes personnels, ça peut être vraiment de tout ordre, mais vous vous demandez par exemple, est-ce que je suis dans la bonne section ou où est-ce que je voudrais aller plus tard? Il y a un certain nombre de questions vont se poser, pas en première année, mais quand vous commencez à avoir des options, dans quelle direction vous voulez aller, je peux vous donner des conseils. Si vous avez des problèmes, du stress, de la fatigue, n'importe quoi, réagissez très vite, vous pouvez me contacter. Si ça dépasse mes compétences, je vous enverrai vers des personnes compétentes. N'hésitez pas à contacter aussi, de nouveau, Valérie Scherer, Daniel et Marie. Mais réagissez vite. Si vous ne vous sentez pas bien, ne laissez pas passer un mois. C'est vraiment pas la peine. S'il y a un problème, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Et alors vraiment, on est tous là pour vous aider. C'est ça que vous devez vraiment retenir de cette présentation. Alors, on m'a demandé de présenter 3 transparences sur le harcèlement et sur le respect. Nicolas vous en a dit 2-3 mots. Donc, j'ai 3 transparents à vous présenter. On ne m'a pas demandé mon avis sur ces transparents. Donc, je vais le donner quand même. Je suis français, hein, donc je ne peux pas m'empêcher de… Donc, ces transparents sont bien, mais les définitions ne sont pas complètes. Donc, c'est assez bizarre. Je suis un peu étonné. Ils définissent 2 sortes de harcèlement.
harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, il y a des définitions précises. Le harcèlement psychologique, il y a une phrase, voilà, constitue une manière non éthique et destructrice de réagir face à une situation ou à l'égard d'une personne. Il y en a un qui a compris, qui lève la main. Donc, il manque une notion. Si vous voulez, le harcèlement psychologique, c'est très important, mais la notion fondamentale, c'est la durée. C'est-à-dire que si un élève se retrouve confronté plusieurs fois de suite à une situation humiliante, ça, c'est du harcèlement. S'il prend une insulte un jour de quelqu'un qui est énervé, ce n'est pas du harcèlement. Donc, il faut faire une distinction. Le harcèlement psychologique, c'est dans la durée. Alors, le harcèlement sexuel, ici, il mélange deux notions de harcèlement, le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste. Le harcèlement sexuel, c'est toute action qui est contre la volonté de la personne en question et qui est faite à des fins d'avoir des faveurs sexuelles. Alors ça, il n'y a pas de durée. C'est le premier coup, c'est du harcèlement. C'est vraiment absolument interdit. On est bien d'accord. Totalement interdit. Le harcèlement sexiste, les propos sexistes, c'est de nouveau la notion de répétition qui constitue le harcèlement. Donc il y a des notions. Tout ce qui est dit là est juste, mais c'est un petit peu incomplet. Donc je vous encourage, si ça vous intéresse ou si vous pensez être victime, allez regarder ces notions. Il y a le côté vraiment répétitif et acharnement qui est important, sauf pour le harcèlement à caractère sexuel qui est complètement interdit. Position de l'EPFL, tolérance zéro. Il y a eu l'année dernière il y a eu des problèmes au niveau de l'école. La direction s'est rendue compte qu'il y avait des cas de harcèlement. Donc, il y a une réaction très forte pour tout type de harcèlement et dans toutes les situations. Alors ça, c'est un transparent cocasse. Je vous laisse le lire. Regardez, donc, étudiant, assistant étudiant, membre du corps académique étudiant, membre du corps administratif et technique étudiant, et vice-versa. Alors, étudiant, vice-versa, bon, ça c'est... Mais donc, l'école s'intéresse au harcèlement des professeurs par les étudiants. Le harcèlement des étudiants, c'est épouvantable, ces étudiants qui viennent nous poser des questions difficiles à la fin des cours, je ne comprends pas, etc. Donc, je pense qu'à l'occasion, je vais contacter le bureau respect pour leur dire que ce n'est pas possible. C'est assez grave. Donc, bref, tolérance zéro et conséquences possibles, là, c'est vrai, il y a des enquêtes. Il peut y avoir une enquête disciplinaire contre les étudiants qui harcèlent leurs professeurs. Donc, tolérance zéro. Et si vous avez... je rigole parce qu'il faut prendre les choses avec humour, mais c'est un sujet en fait tout à fait sérieux. Hein, vous avez bien compris, c'est pour ça que je rigole. Et donc, si vous êtes témoin de comportements inappropriés, ben, il faut montrer votre désapprobation. Si vous êtes victime, vous devez dire clairement que c'est inacceptable ou directement vous plaindre. Et il y a des services à l'EPFL qui sont là pour ça. Il faut en parler rapidement à quelqu'un. Il y a un soutien individuel, il y a le bureau respect. Vous pouvez en parler en fait à tout le corps, même le corps enseignant. Si vous avez des problèmes, vous pouvez venir me voir et je vous dirigerai vers des personnes correspondantes. D'accord ? Donc, on veut que les étudiants se sentent bien à l'EPFL et si ce n'est pas le cas, on agira. Oui, il faut bientôt que je m'arrête, mais j'ai quasiment fini. Valérie Chérin veut que les professeurs qui sont conseillers d'études se présentent. Moi, il y a 15 ans, je n'ai pas fait ça. On aura l'occasion de faire connaissance, mais je vais quand même vous donner quelques éléments puisqu'elle me l'a demandé. Donc, moi, je fais de la physique théorique, c'est-à-dire que je fais des calculs analytiques, papier crayon, et puis des calculs numériques. On fait beaucoup de numérique en physique quand on fait de la physique théorique. C'est en fait presque une troisième branche, physique théorique, physique numérique, physique expérimentale. Ma spécialité, c'est ce qu'on appelle la physique du solide, comme d'ailleurs Nicolas Grandjean, mais Nicolas est expérimentateur et moi théoricien. En fait, un des grands sujets du domaine, c'est les propriétés de la matière aux très basses températures. L'un des grands succès historiques de la physique du solide, ça a été de découvrir et de comprendre la supraconductivité, par exemple. Mais c'est déjà un sujet ancien, il y a beaucoup de sujets d'actualité. Et en fait, cette physique, pourquoi c'est encore une physique où on fait de la recherche? Parce qu'à très basse température, ce sont les effets quantiques qui dominent. Les effets quantiques, vous en avez peut-être entendu parler sans savoir bien ce que c'est. Les propriétés de la matière à l'échelle atomique, subatomique, sont décrites par des lois qui sont très différentes de celles dont on fait l'expérience quotidienne. Ce n'est pas du tout intuitif, ce sont des lois extrêmement différentes et qui ont des conséquences très différentes et c'est un grand sujet de recherche. Donc, en ce qui me concerne, je fais la physique théorique, mais j'essaie d'avoir le plus souvent possible des collaborations avec les expérimentateurs parce que pour moi, la physique, c'est une science expérimentale et donc la physique théorique a pour objet d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure et pas de faire des mathématiques pour le plaisir. Bien, comment est-ce que je suis arrivé à faire ça? Alors, j'ai fait mes études en France. J'ai fait une prépa, puis j'ai fait l'école polytechnique. J'ai marqué l'autre. Je dois vous dire une chose, je voulais marquer la vraie. Et mon fils qui est étudiant ici m'a dit, alors là, c'est du second degré, tu vas te mettre tout le monde à dos. Donc,
Ensuite, j'ai fait une thèse en physique. Alors, pourquoi la physique? Pour une très, très mauvaise raison. Curiosité intellectuelle, non, ça c'est une bonne raison, mais c'est l'impression de n'avoir rien compris. J'ai eu des profs quand j'étais en prépa de physique qui étaient mais vraiment abominables. J'ai passé des concours avec option maths, hein, pas physique, mais vraiment en physique, c'était terrible. Et après, bon, allez, vous connaissez la méthode française, c'est le saut à la perche, on passe les concours et après, bon, ben, on se détend un peu, donc à Polytechnique. J'ai fait du piano, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'histoire des religions, et puis après, je me suis dit, mais quand même, je ne peux pas sortir avec un diplôme de Polytechnique et à ce point-là, ne rien comprendre en physique. Ce n'est pas possible. Donc, je suis allé faire une thèse pour me dire, je vais essayer d'apprendre. Pourquoi est-ce que j'ai fait de la physique théorique? Ben, j'ai fait une thèse expérimentale, et l'expérience sur laquelle j'ai travaillé, j'ai passé 2 ans à travailler, avait un défaut de conception à la base qui faisait qu'elle était impossible à utiliser. Mon directeur de thèse a conçu une expérience où on faisait de la diffusion d'électrons et on pouvait mesurer le dos du porte-échantillon et non pas l'échantillon, ce qui pose un problème, évidemment, ça n'a aucun intérêt. C'était une erreur de signe dans la conception de la manip. Donc, je suis devenu théoricien. Vous voyez, à la vie mène à tout. J'avais commencé à calculer ce que j'aurais dû mesurer, que je n'ai jamais mesuré, et je suis devenu théoricien. Alors, ce n'est pas un parcours, quand je regarde, ça fait rigoler. On était dans ma promo, à Polytechnique, on était 330, il y en a beaucoup qui voulaient faire de la physique théorique. Finalement, on est 2 à en faire. Le premier, je crois que quand il était à l'école primaire, il savait déjà qu'il voulait faire de la physique théorique. Moi, je n'avais aucune idée. Mais beaucoup d'autres qui voulaient faire de la physique théorique ont commencé la physique théorique en France, et la physique théorique en France, à ce niveau-là, c'est horrible, c'est que des maths, c'est totalement rébarbatif. Donc, tous les chemins mènent là où on veut. Tout ça pour vous dire que la vie est pleine d'opportunités. Donc, voilà, on trouve sa voie. Je suis très content de faire la physique théorique, ça me plaît beaucoup. Mais ce n'était vraiment pas du tout planifié très longtemps à l'avance. Ensuite, j'ai fait des post-docs à l'ETH à Zurich. C'est en fait là que j'ai vraiment appris le métier de théoricien avec un grand physicien, Maurice Rice de l'ETH. J'étais à Rutgers aux États-Unis, etc. Puis, je suis rentré au CNRS. Puis, je suis rentré à l'UNI il y a 20 ans. Mais on a été transféré à l'EPFL 3 ans après. Et donc, je suis maintenant à l'EPFL. Dernière remarque, je suis un peu long, mais... Il y a beaucoup d'associations à l'EPFL, les irrotationnels, Nicolas vous en a parlé, plein d'autres. Alors, si vous avez envie d'y aller, vous impliquer, allez-y. Il y a vraiment de tout, ça c'est vraiment super. Attendez d'avoir trouvé le rythme. Voilà, c'est peut-être pas le premier semestre avec la mise à niveau qui vous attend, etc. Ça peut attendre la deuxième année, ou en tout cas le cours de la première année, avant de vous impliquer parce que ça peut être assez chronophage. Colloque de physique, sinon, si vous voulez vous cultiver pour la physique, il y a des possibilités. Il y a un colloque de physique, il y en a 4 ou 5 par semestre. Ça a lieu le lundi à 16h15. Alors, l'année dernière, avec le Covid, il n'y en a pas eu beaucoup. Cette année, j'espère que ça va reprendre. Et puis, ça vous permet de faire un tour d'horizon. Vraiment, on invite des gens dans tous les domaines, donc c'est vraiment utile. Et puis sinon, moi, il me reste à vous souhaiter bonne chance. Je suis sûr qu'on se reverra individuellement ou collectivement. N'oubliez pas que les études, c'est quand même une période dans la vie unique. Et donc, on est étudiant une seule fois dans sa vie. Donc, il faut en profiter au maximum, quoi qu'il arrive. Voilà.